Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire AWS qui est aujourd'hui spécialement consacré aux débutants. Dans les webinaires précédents, nous avons exploré des sujets techniques plus ou moins pointus, mais vraiment aujourd'hui, c'est la session pour les gens qui débutent. On va vous faire un petit panorama des services, des principaux services. On va parler de Lightsail, on va parler d'EC2, on va parler d'IAM, on va parler d'S3, on va parler de RDS, on va parler de CloudWatch, qui sont vraiment les services fondamentaux qui vous permettent de commencer tranquillement, sans trop de complexité, à utiliser AWS. OK, c'est parti, allons-y. Alors la première étape consistera bien sûr à créer votre compte. Donc il suffit de se rendre à cette URL, aws.amazon.com, de cliquer sur le bouton « Créer votre compte », de renseigner les quelques informations et vous êtes prêt. Inutile de le faire, vous n'avez pas besoin de moi pour rentrer votre nom et votre adresse, ça se fait tout seul. J'attire votre attention d'emblée sur l'offre gratuite d'AWS, ce qu'on appelle également le Free Tier, qui est un niveau d'usage gratuit sur les principaux services AWS dans les 12 mois qui suivent la création du compte. Donc, lorsque vous créez un compte sur AWS, pendant 12 mois, vous pourrez utiliser EC2, S3, RDS, IoT et bien d'autres, Lambda, DynamoDB, etc. Gratuitement, à condition de respecter les niveaux d'usage qui sont décrits ici. Donc, prenons par exemple le C2, qui est le service de machine virtuelle d'AWS. Donc, dans le niveau gratuit d'AWS, vous pouvez utiliser 750 heures par mois d'instance T2 micro. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire que T2 micro. C'est une petite instance, mais qui suffit largement à expérimenter, à tester, à apprendre, voire même à des petits environnements de travail. Donc 750 heures par mois d'utilisation gratuite, tous les mois, pendant 12 mois. Idem pour S3, idem pour RDS, etc. Donc je vous incite vraiment énormément à bien lire cette page d'emblée pour deux raisons. La première, c'est de bien voir la liste des services qui sont concernés par le niveau d'usage gratuit. Tous n'y figurent pas, les principaux y figurent. Et puis surtout, pour les services qui vous intéressent, de bien comprendre quel est le niveau d'usage gratuit et à partir de quel moment vous en sortez. Okay, afin évidemment de ne pas avoir de mauvaises surprises. Tous nos services sont de toute façon en paiement à l'usage, donc même si vous dépassiez un tout petit peu le niveau d'usage gratuit, si vous utilisiez 752 heures d'instance T2 micro pendant un mois, vous ne payeriez que pour ces 2 heures. Ces instances sont très peu coûteuses, donc il n'y a pas vraiment de grand risque. Okay, bon, néanmoins, vous avez ces 12 mois d'usage gratuit, donc lisez bien la page, regardez bien quels sont les critères d'utilisation et vous pouvez expérimenter et vous former, etc. Sans dépenser le moindre sou, ce qui est toujours sympathique. OK, bien, commençons par notre premier service. Donc, une fois connecté sur la console, vous allez arriver certainement sur cette première page qui liste tous les services AWS. Alors, je suis conscient qu'il en existe un grand nombre et nous continuerons à en ajouter. Donc, pas d'inquiétude, il est évidemment inutile d'utiliser les 90 ou 92 services disponibles aujourd'hui pour construire sa plateforme. On va aujourd'hui regarder les principaux services qui sont vraiment les services fondamentaux d'AWS. Okay, voilà, donc tous les services organisés par catégorie, calcul, stockage, base de données, outils pour développeurs, etc. etc. Okay, sécurité qui est essentielle. Et si vous voulez commencer tranquillement, eh bien vous pouvez aussi exécuter l'ensemble de ces tutoriels qui vous montrent par exemple comment lancer une machine virtuelle, comment déployer une appli web, comment déployer ici un site web de différentes façons. Voilà, donc des tutos qui sont assez courts, que vous pourrez faire pour la plupart en quelques minutes et qui vous guideront tranquillement dans les premières étapes et qui vous permettront de démarrer avec les premiers services et de commencer à vous former sur AWS. Okay, vraiment, je vous incite à les suivre.
Un autre point d'information qui sera important, c'est bien évidemment de consulter nos docs. Donc vous trouverez toute la doc à cette URL, aws.amazon.com/documentation, où vous trouvez les docs de tous les services, les docs des SDK pour les développeurs, ce qui est évidemment bien pratique. Et puis, une fois de plus, de la documentation avec des tutoriels. Okay, donc, voilà. Armé de tout ça, eh bien, vous pouvez démarrer et commencer à vous former tranquillement. Un dernier point avant de commencer à regarder les services. Il n'y a pas de différence chez nous il n'y a pas de compte de test. Donc, le compte que vous avez vous donne accès à tous les services. Donc, vous pouvez utiliser tous les services qui sont listés ici dans la console. Vous pouvez les utiliser pour du test, vous pouvez les utiliser pour de la prod. C'est votre compte AWS, vous en faites ce que vous voulez. Et il n'y a pas vous pouvez facilement basculer du développement à la production. Donc voilà, vous avez accès à tout, et tout est en paiement à l'usage. Et vous trouverez les tarifs de tous les services également sur Internet. Voilà, je renonce à retenir les URL, donc ce que je vais faire systématiquement quand je cherche les prix, c'est que je vais demander Amazon EC2 tarification. Voilà, et je vais tomber à chaque fois sur la page de tarification des services. Okay, donc ça, ce que je vous montre là est valable vraiment pour tous les services. Okay, et là, vous allez trouver les prix de tout. Ok, donc voilà, je pense qu'avec ça, vous pouvez commencer tranquillement. Vous créez votre compte, vous lisez bien la page sur l'offre gratuite, vous commencez à faire quelques tutos, et puis vous commencez à regarder la documentation et vous gardez toujours un œil sur la tarification pour vous assurer que si vous n'êtes pas dans le niveau d'usage gratuit, eh bien, ce que vous êtes en train de faire ne va pas vous coûter cher. Okay, voilà les différents points de départ. Ok, allez, lançons-nous sur un premier service. Alors le premier service que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un nouveau service qui a été lancé à notre conférence technique en décembre, qui s'appelle Lightsail. Et Lightsail, c'est un service de serveur privé virtuel. Et c'est la façon la plus simple de démarrer un serveur préinstallé avec une application dans AWS. Donc, je vais commencer par celui-là parce que c'est vraiment le plus simple. Et vous allez voir que même un personnel qui n'est pas technique peut tout à fait réussir à se servir de Lightsail. Okay, donc allons-y, créons donc une instance. Notre premier serveur. On va commencer par cliquer sur Create Instance. Alors la première chose que Lightsail nous propose, c'est l'emplacement dans lequel on va lancer ce serveur. L'infrastructure d'AWS aujourd'hui est organisée en 16 régions à travers le monde. Ici, par défaut, je suis sur la région irlandaise. Je pourrais la changer. Vous voyez qu'en Europe, on a donc une région en Irlande, une région en Allemagne, une région à Londres et cette année, une région qui arrivera en France également. Et puis bon, d'autres régions aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Bon, toutes les régions ne sont pas indiquées ici parce que le service n'est pas disponible encore dans toutes les régions. On va rester sur l'Irlande. Ensuite, on va choisir l'application qu'on souhaite lancer sur ce serveur. Donc, par exemple, WordPress ou une stack Linux, Apache, MySQL, PHP, ou un Drupal, ou un Nginx, un serveur web, etc. Okay, et donc, vraiment, l'idée, ça va être de choisir, donc ici WordPress, et de lancer ce serveur, et tout y sera préinstallé sans aucune intervention de notre part. Donc c'est vraiment, vous voyez, la façon la plus simple de lancer un serveur. Dernier paramètre, le plan mensuel que l'on souhaite dépenser pour ce serveur, à partir de 5 $ jusqu'à 80 $. Ce qui diffère, ce sont les ressources matérielles qui sont allouées au serveur et puis la quantité de données sortantes que vos utilisateurs pourront consommer sur ce serveur. Donc on va prenons donc le plan à 10 $. On va nommer notre instance, on va l'appeler mon WordPress. OK, et puis on va cliquer sur Create. Et on va attendre que notre serveur soit lancé. Ça devrait être assez bref.
Donc mon instance a démarré. Je vais pouvoir maintenant m'y connecter. Je copie l'adresse IP, l'adresse publique de la machine. Et je devrais voir apparaître, voilà, je vois la page de configuration, en tout cas la page par défaut de WordPress. Et je peux, donc évidemment, pas grand-chose sur ce blog pour l'instant. Et puis je peux cliquer sur Manage pour commencer à configurer mon blog, tout simplement. Okay, donc voilà comment, en quelques instants, on crée sans la moindre difficulté une application WordPress préconfigurée, prête à servir. Et supposons que vous n'ayez plus besoin de cette machine, mais il vous suffit maintenant tout simplement de l'arrêter, voilà, de la détruire, delete, et cette instance est détruite. Okay, donc si vous êtes, si la liste des applications qui sont présentes dans Lightsail vous convient, vraiment c'est la solution la plus simple, aucune considération technique à prendre en compte pour lancer ce serveur. Okay, donc voilà Lightsail, serveur privé virtuel, super simple. Bien sûr, dans la plupart des cas, Lightsail ne suffira pas et ne conviendra pas à vos applications et en aucun cas à vos applications maison. Donc le deuxième service dont je vais maintenant parler est un service qui s'appelle EC2, qui est le service donc, de machine virtuelle d'AWS, qui va vous permettre, lui, de lancer des serveurs et de les administrer, d'avoir la main dessus, d'y installer ce que vous voulez. Alors on va fermer un petit peu tout ça. On va retourner sur la console. OK. Et donc là, je vais aller lancer maintenant la console EC2. D'accord ? Donc là, je suis toujours dans la région irlandaise où j'ai déjà quelques instances qui tournent, mais autant vous montrer ça. Je pourrais, si j'avais besoin d'aller lancer des instances, par exemple dans la région de Francfort, il me suffirait ici de changer de région, de retrouver la console AWS pour la région de Francfort. Ici, vous voyez, je n'ai rien qui y tourne, donc on va lancer une instance maintenant dans cette région. OK ? Alors allons-y, on clique sur lancer une instance. Et le premier choix qu'on va devoir faire, c'est l'image, quelle est l'image que ce serveur va exécuter, quel est le système d'exploitation qui va fonctionner sur ce serveur. Donc sur cette première page ici, vous avez une liste d'images qu'on appelle des Amazon Machine Image ou AMI, qui sont des images maintenues par Amazon avec un Linux, le Linux Amazon, Linux Red Hat, SUSE, Ubuntu, etc. Et puis bien sûr, des images Windows, Windows Server plus SQL Server, etc. dans différentes versions. Okay, donc ça, ces images-là, nous les maintenons, nous les mettons à jour régulièrement. Et c'est un bon choix par défaut. Lorsque vous n'avez pas spécifiquement besoin de quelque chose de différent, je vous conseille d'utiliser ces images. Elles seront sans surprise. Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez aller voir dans la Marketplace. Donc la Marketplace, c'est aujourd'hui plus de 3500 logiciels fournis par des éditeurs, pré-packagés dans des images et prêts à lancer. Alors c'est un petit peu la même idée que Lightsail, hein, donc ce sont des images déjà qui vont contenir, là aussi, si je cherche par exemple un WordPress, je vais le trouver. Si je cherche des choses plus compliquées comme peut-être Tableau pour faire de la visualisation de données, etc., je vais le trouver. Voilà, je vais trouver plein de solutions. Si je cherche des solutions de sécurité, par exemple, je peux chercher une solution de Palo Alto, je vais les trouver, etc. Donc il y a vraiment, vous voyez, un grand nombre de catégories. Vous pouvez également vous balader ici dans les catégories. Vous voyez, les outils de développement, etc. etc. Bon. Et donc là, vous trouverez vraiment sur étagère des images que vous pouvez sélectionner. Okay. Donc je vais rester sur quelque chose de connu. Je vais prendre Amazon Linux. La deuxième chose que je vais devoir choisir, c'est le type de l'instance. Donc le type de l'instance, c'est
on en a parlé tout à l'heure avec le fameux T2 micro, c'est finalement la taille de l'instance et le cas d'usage auquel elle est le plus adaptée. Alors, vous voyez qu'on a différentes familles ici, dans la première colonne. Donc des instances qui conviennent bien dans le cas général, des instances qui sont optimisées pour le calcul avec des processeurs plus puissants, des instances GPU, donc, qui embarquent des GPU, des instances optimisées pour les cas d'usage qui ont besoin de beaucoup de mémoire et des instances optimisées pour les cas d'usage qui ont besoin de beaucoup de stockage ou de stockage très performant avec beaucoup d'IO. Okay, donc on peut déjà choisir parmi ces familles. Alors, souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure du niveau d'usage gratuit, le fameux free tier, l'offre gratuite. Donc, vous voyez là, on vous dit explicitement, si vous voulez rester dans le niveau d'usage gratuit, il faut prendre une T2 micro. Okay, donc, on va faire ça, on va rester sur T2 micro. Cette colonne-là, c'est le nombre de cœurs dont dispose l'instance. Et là, c'est la taille mémoire de l'instance en gigaoctets. Okay, donc, vous voyez, T2 micro, c'est petit, c'est 1 cœur et 1 giga de RAM. Mais ça suffit très bien à faire tourner des petites applications Linux et à tester et à prototyper. Okay, bon, et ça peut aller jusqu'à des choses bien plus imposantes. Voilà, M4 10XL, 10X large, c'est 40 cœurs, 160 GB de RAM, etc., etc. Voilà, et pour l'anecdote, la plus grosse, c'est la X1 32X large qui a 128 cœurs et quasiment 2 Tera de RAM. À réserver à des cas d'usage particuliers comme SAP par exemple. Continuons. On va configurer cette instance. Hop, pardon, j'ai cliqué 2 fois. Voilà. Donc combien d'instances est-ce qu'on veut lancer? Une. Dans quel réseau est-ce qu'on veut le lancer? Alors on va rester dans le réseau par défaut lorsque vous créez votre compte AWS. On crée dans chaque région ce qu'on appelle un VPC, qui veut dire Virtual Private Cloud, qui est l'enveloppe réseau à l'intérieur de laquelle vos ressources vont être hébergées, donc vos instances, vos bases de données, etc. On peut créer des VPC supplémentaires, on peut faire plein de choses, bon, ça dépasse le cadre de cette présentation. Donc ici, on va rester sur le VPC par défaut, on ne va pas toucher aux paramètres réseau. On va passer à la suite. Le stockage, donc cette instance par défaut a 8 gigaoctets de stockage, on va rester sur ça. Ensuite, on va configurer le groupe de sécurité. Alors, le groupe de sécurité, c'est tout simplement les règles de firewall qui vont être appliquées sur cette instance. Donc, vous pouvez autoriser explicitement des connexions sur tel ou tel port. Alors ici, par exemple, on autorise la connexion SSH sur le port 22. Je vais l'autoriser uniquement depuis mon adresse IP pour restreindre encore. Et puis, je pourrais ajouter, par exemple, une règle en disant je veux installer un serveur web sur cette instance. Donc, j'ai besoin d'ouvrir le port 80. Voilà. Par contre, je souhaite que ça soit disponible depuis n'importe quelle adresse IP pour tous mes utilisateurs. Okay. On va donner un nom à ce security group. Voilà. Très bien, on va le lancer. Donc là, on a un récapitulatif. Donc on a choisi Amazon Linux sur T2 micro, on a configuré, on a ouvert le port 22 et le port 80. Voilà, et le reste, on n'y a pas touché. Alors lançons l'instance. Comme tout à l'heure, je ne suis pas obligé, mais c'est préférable évidemment, d'assigner une paire de clés SSH à cette instance pour pouvoir m'y connecter. Donc j'ai ouvert le port SSH. Donc, c'est pour m'y connecter. Ici, j'ai déjà des clés existantes. J'ai une clé qui s'appelle admin, je vais la réutiliser. Je pourrais également créer une nouvelle paire de clés pour m'en servir. On va lancer cette instance. Elle est lancée. On va patienter une petite minute et dès qu'elle est prête, on va s'y connecter. Après quelques minutes, notre instance est disponible. Donc ici, je suis dans la console EC2. Et lorsque je sélectionne mon instance, ici je n'en ai qu'une, eh bien je vois qu'elle est dans l'état running et je vois tout un tas d'informations sur cette instance, son type, T2 micro, le nom de la paire de clés qui lui est attachée, le groupe de sécurité, voilà, le port 80, le port 22, etc.
Et je vois donc son IP public et son nom DNS public. Donc je vais récupérer ce nom et je vais, en utilisant la clé SSH que j'ai attachée à l'instance, eh bien, je vais me connecter à ce serveur. Voilà. Et donc, c'est un serveur tout simple, c'est un serveur Linux, donc si vous savez administrer un serveur Linux, voilà, tout ce que vous savez faire sur ce serveur eh bien, s'appliquera ici. Je peux mettre à jour, par exemple, les packages de l'instance, c'est recommandé, pour des raisons de sécurité, voilà, d'avoir les packages à jour. Voilà, bref, c'est un serveur Linux, vous pouvez y installer ce que vous voulez. On va peut-être juste installer un petit serveur web et se connecter pour vérifier rapidement, dès qu'on aura fini d'installer les packages. Voilà, on va démarrer le service. OK. Et donc maintenant, si je me connecte sur ce serveur, voilà, je vois la page par défaut de mon serveur web qui tourne. Okay, donc vous voyez, on arrive au même résultat que ce qu'on aurait pu faire avec Lightsail, simplement on a davantage de flexibilité, davantage de possibilités de configurer l'instance, de configurer ses règles de sécurité, de configurer son stockage, etc. Donc dans un cas où vous devez déployer quelque chose de plus compliqué qu'un WordPress ou qu'un Joomla, etc., eh bien, au lieu d'utiliser Lightsail, vous allez utiliser EC2 et vous voyez, en quelques minutes, on arrive à déployer son premier serveur web et à le configurer. OK. Voilà ce qu'on peut dire sur EC2. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur EC2, mais c'est une première introduction. Donc, je vous conseille évidemment d'aller vous plonger dans la documentation de EC2 et puis surtout d'essayer de faire les autres tutos pour vous familiariser avec ces concepts qui sont vraiment importants, les AMI, les security groups, lancer les serveurs, vous y connecter, les paires de clés, etc. Et puis surtout, lorsque vous avez fini de travailler avec cette instance, eh bien, vous pouvez la détruire. Voilà, donc ça a tué ma connexion SSH. Et ici, on est en train de travailler avec le niveau d'usage gratuit, mais si vous étiez en train de travailler avec une instance plus puissante, une instance qui est payante, eh bien vous cesseriez de payer. Donc vous seriez facturé pour le nombre d'heures d'utilisation de cette instance et pas plus. Okay, donc pensez bien à arrêter vos instances quand vous avez fini de travailler avec elles, sinon vous risquez de dépenser de l'argent inutilement. Okay. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à un service qui est très important, qui est un service qui s'appelle IAM, qui est le service qui permet de gérer les utilisateurs. Donc, IAM signifie Identity and Access Management. Il va servir essentiellement à deux choses. Il va vous servir à gérer les utilisateurs humains, donc les utilisateurs qui ont le droit de se connecter à la console. Donc vous voyez, voilà, mon utilisateur s'appelle Julien, sans surprise, et je l'ai créé, je lui ai donné le droit de se connecter à la console, je lui ai donné un certain nombre de permissions, etc. Donc pour ajouter un utilisateur, vous cliquez sur ce bouton, on va lui donner un nom, on va l'appeler Webinar User. On va indiquer s'il a le droit de se connecter à la console, ici oui. Et est-ce qu'il a le droit de se connecter aux API AWS? Alors on va dire oui aussi. Vous voyez que les deux sont bien dissociés. Donc pour un utilisateur humain, vous voulez donner l'accès à la console. Pour un utilisateur qui sera une application, un service, évidemment il n'y a pas besoin d'accès à la console. Par contre il y a besoin d'avoir accès aux API qui permettront d'effectuer les mêmes opérations. Et donc il faudra disposer de cette permission. On peut générer un mot de passe ou entrer un mot de passe personnalisé. On peut obliger l'utilisateur à changer son mot de passe. Et puis surtout, ensuite, on va lui donner des permissions. Donc les permissions dans IAM sont... donc ici, il s'agit des groupes. On va attacher directement... donc on peut placer les utilisateurs dans des groupes
ce qui permet de factoriser évidemment les permissions, d'avoir tous les développeurs dans le même groupe ou tous les administrateurs système dans le même groupe, et puis d'attacher des permissions au groupe, ce qui permet de ne pas avoir à les attacher à chaque utilisateur. Alors ces permissions, il en existe déjà, vous voyez, plusieurs centaines qui sont fournies par AWS et qui vous servent de bon point de départ pour commencer à attribuer des droits à vos utilisateurs. Donc, par exemple, si vous voulez autoriser un utilisateur à lancer des instances EC2, bien vous allez chercher toutes les stratégies ici qui concernent EC2. Alors vous verrez souvent le nom du service suivi de full access, ce qui veut dire toutes les permissions. Donc on peut créer des ressources, les détruire, les modifier, etc. Et puis souvent aussi il y a un read-only access qui permet simplement de décrire les ressources, donc par exemple de lister les instances ou de lister les security groups, mais ni de les créer, ni de les détruire, ni de les modifier. Okay, donc on pourrait donner à cet utilisateur le droit de créer des ressources dans EC2, on peut regarder ce qu'il y a dedans. On ne va pas trop s'attarder, ce n'est qu'une introduction, mais ça vous donnera une idée. Et donc on va retrouver voilà, à l'intérieur de cette policy qui s'appelle donc EC2 Full Access, eh bien on voit l'accès complet à EC2, l'accès complet au load balancing, l'accès complet à d'autres fonctionnalités de C2. Okay. Donc si on zoome encore un petit peu, on devrait voir la liste des permissions, voilà, des API elles-mêmes, l'ensemble des API qui sont autorisées, toutes les API de C2, et il y en a un certain nombre. Okay. Donc l'approche de sécurité d'AWS, c'est de permettre aux clients d'autoriser ou d'interdire chaque API et d'autoriser ou d'interdire l'accès à chaque ressource. Donc vous pourrez aller très très loin et dire j'autorise un utilisateur à accéder à une seule instance EC2 et pas aux autres. Ou au contraire, on pourrait dire il a le droit de modifier toutes les ressources EC2 sauf celle-là. Vous voyez, donc c'est une espèce de grande matrice avec les API d'un côté, les ressources de l'autre, et on peut cocher ou décocher chacune de ces cases. Okay. Bon, en pratique, on a tendance à factoriser les permissions en utilisant notamment les permissions qui sont définies ici. Mais si vous voulez aller très très loin dans le détail, vous pouvez. Bon, c'est plutôt, on va dire, vos administrateurs système et vos administrateurs de sécurité qui vont le faire. Okay. Donc, on va choisir donc, C2 Full Access. Et donc, si on choisit cette policy et qu'on l'attribue à l'utilisateur que j'étais en train de créer, eh bien, il aura le droit de modifier, de créer, de modifier, de détruire toutes les ressources EC2, tout simplement. Okay. Donc voilà comment on gère les utilisateurs. On les crée, on décide s'ils ont accès ou pas à la console, on décide s'ils ont accès ou pas à l'API, et puis ensuite, on attache soit au groupe de cet utilisateur, soit à l'utilisateur lui-même, un ensemble de permissions qui conviennent finalement à son job. Donc une autre façon de le faire, c'est d'utiliser au lieu d'utiliser les policies par service, on a des policies qui sont par fonction, qui sont là aussi à un bon point de départ. Donc par exemple, pour un administrateur de base de données, pour un administrateur réseau, etc. On a défini un ensemble de policies qui regroupent les permissions sur les services concernés. Alors, ce n'est pas parfait, ce n'est pas exactement ce dont vous pouvez avoir besoin, mais c'est un bon point de départ. Donc ça peut être une façon de commencer à restreindre les droits. Et puis, libre à vous ensuite de spécialiser ces stratégies et de les affiner. Okay. Donc voilà, des stratégies par service, des stratégies par fonction, et puis bien sûr, vous pouvez créer les vôtres et customiser très très profondément la gestion de la sécurité sur votre plateforme. Okay. Intéressons-nous maintenant à un service très populaire, un service de stockage qui s'appelle Amazon S3. Alors S3, c'est certainement le service le plus connu d'AWS, tout simplement parce que le stockage de données dans le cloud est un cas d'usage extrêmement
extrêmement fréquent. Et l'avantage d'S3, c'est qu'il est, il est illimité. Donc, vous pouvez y stocker autant de données que vous voulez en payant à l'usage. Pour la région irlandaise, les tarifs commencent à 3 centimes par giga par mois et les tarifs sont dégressifs en fonction du volume. Donc pour stocker des données dans S3, vous pouvez créer alors ce qu'on appelle en français des compartiments. Le terme anglais que vous verrez certainement dans la doc, c'est un bucket. Donc un bucket, c'est simplement un endroit où vous allez pouvoir stocker vos objets. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler webinar. On va le créer dans la région, allez, créons-le dans la région de Francfort. Ah, il existe déjà, zut. Eh bien, on va lui donner un nom. Alors c'est intéressant d'avoir cette erreur parce qu'effectivement les noms de buckets doivent être uniques au sein de S3. Donc il vaut mieux les préfixer avec quelque chose comme ça, JSimon webinar AWS, voilà, ça je pense que ça devrait aller. Et on va le créer. On peut choisir d'activer du versionning et d'autres options, on va le laisser tel quel. On peut gérer des permissions, on peut gérer les utilisateurs qui sont autorisés à accéder à ce compartiment. On peut décider si ce compartiment est public ou pas. Si vous avez envie, par exemple, d'y héberger des données qui servent pour un site web, ça peut être utile d'y donner accès, etc., etc. Donc, toujours, un petit peu comme on a vu dans IAM à l'instant, beaucoup de flexibilité sur la sécurité. Voilà, on vérifie les propriétés et on le crée. OK, et donc il est créé instantanément. Et donc je vois mon bucket ici, voilà, qui est prêt. Et pour y copier des données, tout simplement, voilà, je vais les uploader. Comme ça. Donc on va choisir des fichiers à uploader. Tiens, on va uploader un peu de quelques slides. Allez, on va prendre, voilà, il y a du PDF, on va prendre ça, tac, tac, voilà, paf, paf, on va les ouvrir. Suivant. Alors on peut choisir la classe de stockage, ça mérite d'être expliqué. Donc il y a plusieurs classes de stockage dans S3. Donc la classe par défaut, c'est ce qu'on appelle la classe standard. Il y a une classe qui s'appelle Infrequent Access, qui est moins chère, à condition que vous n'accédiez pas aux fichiers. Donc pour des fichiers que vous voulez garder en ligne, mais dont vous n'avez pas besoin souvent, hein, peut-être une fois par mois et encore, eh bien, ça peut valoir la peine d'utiliser ces différentes classes de stockage afin de faire des économies. Voilà. Vous trouverez tous les détails dans la doc. On va rester sur la classe standard et puis on va charger les fichiers. Voilà, tout simplement. Et on voit l'upload qui se fait. Alors là, je vous le montre avec la ligne de commande. Mais bien sûr, on peut faire tout ça avec les API. Je vais juste vous le montrer hyper vite. Donc il y a une ligne de commande qui s'appelle AWS que vous pourrez installer. Voilà, nos fichiers ont été chargés. Donc si vous cherchez comment installer la ligne de commande AWS, voilà, vous allez trouver ça dans la doc. Donc en fonction de votre OS, Mac ou Windows, etc., la procédure est un peu différente. Et puis une fois que vous l'avez installé, eh bien, vous pouvez utiliser les API pour les différents services. Donc par exemple ici, si j'ai envie de lister les fichiers qui sont dans le bucket que je viens de créer, voilà, je vais pouvoir voir mes fichiers. Okay, donc vous pouvez utiliser la console, vous pouvez utiliser la ligne de commande, et bien sûr vous pouvez utiliser les SDK pour les développeurs, hein, les SDK Java, Python, Node.js, etc., etc. Toutes ces API sont identiques. Simplement, voilà, certaines personnes seront plus à l'aise avec la console, d'autres plus avec cette ligne de commande, et puis d'autres préféreront développer et écrire du code pour accéder à AWS. Donc les trois méthodes sont équivalentes. Donc voilà, sur S3, on pourrait là aussi rentrer longtemps dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est la simplicité d'usage, le côté illimité, le paiement à la volumétrie, et puis évidemment la haute disponibilité,
99,99% minimum, et la durabilité d'S3 qui est conçue pour être durable à 11,9, donc 99,9999, etc. Ce qui veut dire de manière concrète que si vous aviez 100 milliards d'objets dans S3, peut-être que vous en perdriez un par an. Peut-être. Bon. Voilà. Alors, appelez-moi quand vous avez 100 milliards d'objets dans S3. Je pense que on pourra vous faire gagner un t-shirt ou quelque chose comme ça. Hein, Hugo? Bon. Voilà, donc S3, vraiment l'endroit favori pour stocker toutes vos données, tous vos fichiers, vos backups, etc. C'est le point central de stockage dans AWS. OK? Alors, on a parlé de calcul avec EC2, on a parlé de stockage avec S3. On va parler de base de données maintenant, qui est le troisième grand pilier. Et on va regarder un service qui s'appelle RDS, qui veut dire Relational Database Service, et qui va nous permettre de créer de manière simple des clusters de bases de données managés au sein d'AWS. OK? Commençons. Donc on va avoir le choix entre différents moteurs de base de données. Donc on voit des moteurs open source comme MySQL et MariaDB et Postgre. Et on a aussi le choix d'utiliser des bases de données commerciales comme Oracle ou SQL Server. Et dans certaines régions, alors ici sur Francfort on ne le voit pas, donc je vais rebasculer sur l'Irlande. Dans certaines régions, on a un nouveau service qui s'appelle Aurora, qui est une réimplémentation, voilà, une réimplémentation haute performance de MySQL et de Postgre. Donc, avec des performances comparables aux bases de données commerciales, mais à une fraction du coût. Donc, on va rester sur des choses simples pour aujourd'hui. On va se contenter de MySQL. Donc, on va choisir le moteur de base de données MySQL. On va choisir un déploiement simple. Donc, une seule instance pour un environnement de développement. Mais vous voyez, on pourrait avoir un déploiement haute disponibilité qui conviendrait bien à de la production. Okay, tout ça simplement en choisissant cette option. Ici, on va rester sur quelque chose de simple. On va choisir la version de MySQL qu'on veut lancer. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Alors, on va lancer la dernière, 5, 7, 17. OK. On va choisir, un petit peu comme tout à l'heure, la taille du serveur. OK. Donc, si on choisit une T2 micro ici, on va rester à l'intérieur du niveau d'usage gratuit. Si on prend quelque chose de plus gros, eh bien, on va sortir du niveau d'usage gratuit. Okay, donc, faites toujours bien attention à ces tailles-là. On veut un déploiement avec une seule instance. D'accord. Pardon, donc il faut choisir non ici. Donc, pas de déploiement multi-zone de disponibilité. D'accord. Pas de haute dispo. On veut juste un serveur unique. 5 gigas de base de données. OK, très bien. Et puis ensuite, on va choisir le nom de cette instance. Donc, on va l'appeler Webinar Instance. Il faut créer un utilisateur. Donc, eh bien, on va créer l'utilisateur Julien. On va donner un mot de passe. Ah, je crois que j'ai tapé une bêtise. Alors, voilà. On va... Ah, il ne veut pas de caractère. Bon, alors on va mettre un mot de passe moins complexe. Voilà. OK. On va le retaper une deuxième fois. Voilà. OK. Étape suivante. Donc un petit peu comme tout à l'heure avec l'instance EC2, on peut choisir dans quel réseau, dans quel VPC on va lancer l'instance. On va rester dans le VPC par défaut. On va choisir le nom de la base de données. Voilà, on pourrait choisir plein de paramètres MySQL, on ne va pas le faire. On va lui dire, alors ça c'est un des aspects sympathiques d'RDS, du service géré, c'est qu'il va être capable de faire les backups pour nous. Donc on va lui dire, bah, écoute, tu me gardes les backups pendant 30 jours, et puis tu fais les backups allez, tous les jours à minuit, tu lances le backup et tu les gardes pendant 30 jours. OK. On pourrait lui demander aussi de faire les mises à jour mineures. Donc quand MySQL 5.7.18 va sortir, on pourrait faire
cette modification automatiquement. Et donc on va lui dire, bah, tu as le droit de le faire le dimanche à allez, 4 heures du matin. Voilà. OK. Et comme ça, je n'aurai pas à me soucier des mises à jour mineures. OK. Donc je peux lancer mon instance. Donc on va démarrer une instance préconfigurée avec MySQL. On va la voir démarrer. Voilà, elle est en cours de création. Et on va patienter quelques minutes et on se retrouve dès qu'elle est prête. Notre serveur de base de données est maintenant prêt. On voit qu'il est disponible. Nous avons ici l'adresse du serveur, le nom de domaine du serveur. Alors je vais le copier, c'est peut-être un peu petit. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, le voilà. OK. Et donc si j'utilise maintenant le client en ligne de commande de MySQL, donc avec le nom de la machine et donc l'utilisateur Julien. Voilà, je vais rentrer mon mot de passe. Et me voilà connecté sur mon serveur. Et donc maintenant, je pourrais créer, évidemment, une base de données. Et puis commencer à créer des tables et commencer à travailler avec mon serveur, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, en quelques clics où on ferait l'équivalent en un appel d'API, on arrive à créer un serveur MySQL. Ici, on a choisi de lancer une seule instance. On aurait pu avoir une instance à haute disponibilité. On pourrait redimensionner cette instance. On pourrait donc l'arrêter, la redimensionner, la redémarrer. On pourrait lui ajouter donc, des read réplicas pour étaler les requêtes en lecture sur d'autres serveurs, etc., etc. Et donc les backups vont être faits automatiquement à l'heure qu'on a indiquée. Les éventuelles mises à jour de versions mineures vont être faites automatiquement, etc., etc. Donc voilà l'avantage d'avoir un service géré. Vous voyez qu'on ne s'est pas préoccupé de démarrer un serveur, d'installer MySQL, de gérer la configuration, etc. On a juste créé une instance RDS et on s'y connecte et on travaille directement dessus. OK ? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour des principaux services. Hein. Donc on a vu tout à l'heure, on a vu Lightsail, donc le service de serveur privé virtuel, qui est vraiment la façon la plus simple de déployer des applications sur AWS. On a fait un petit tour rapide de C2, on a démarré une instance, on a configuré le security group, on s'est connecté dessus, on a installé un serveur web, etc. Et puis ensuite, on a parlé un petit peu de la gestion des utilisateurs et de la gestion des permissions avec IAM. Ensuite, on a parlé de stockage avec S3. On a vu comment créer un bucket, comment y copier des objets, comment le faire avec la ligne de commande, etc. Et puis ensuite, on a parlé de base de données avec RDS et on a vu comment, en quelques minutes, on peut créer, alors ici, un serveur MySQL, mais on aurait pu faire la même chose avec Oracle ou SQL Server ou Postgre. Et comment s'y connecter aisément sans avoir à gérer d'infrastructure. Donc voilà un petit panorama des quelques services vraiment fondamentaux. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit en introduction, vraiment la meilleure solution, c'est de rejouer l'ensemble des tutorials qui sont disponibles, de commencer à découvrir la doc, de bien lire la page sur le niveau d'usage gratuit, de bien comprendre jusqu'où vous pouvez aller sans payer. Et puis ensuite, vous pourrez continuer à découvrir les services, vous pourrez regarder nos webinaires précédents pour creuser RDS, pour creuser IAM, pour creuser les différents outils que j'ai pu aborder depuis des mois. Et voilà, vous pourrez vous former comme ça tranquillement et progressivement à AWS. Très bien, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je voulais remercier Hugo pour son aide et sa logistique sans faille. Et bien rendez-vous en juillet et en août pour une nouvelle série de webinaires. Alors en juillet, je crois qu'on parlera d'IoT, de l'Internet des objets. Et en août, je crois que nous parlerons de DynamoDB,
si je ne m'abuse, donc la base de données NoSQL d'Amazon. Voilà, donc encore pas mal d'aventures en perspective. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau webinaire.